Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Islanders de New York. Dans le cas des Islanders de New York, disons qu'on n'a pas vraiment changé beaucoup de mentalité comparativement aux années passées sous Barry Trotz. Donc, c'était sa première saison en tant qu'entraîneur-chef pour Lane Lambert, mais il était déjà en organisation. Fait que, bref, l'organisation n'a pas vraiment changé d'identité. On y va dans la continuité du côté de New York. Évidemment, avec un directeur général de la vieille école, Lula Mariello, on retrouve vraiment les ingrédients. Si vous voulez, les ingrédients old school d'une organisation de la LNH, on les a vraiment tous là, du côté des Islanders de New York. C'est-à-dire qu'ici, on a une organisation qui, première des choses, mise essentiellement sur son style de jeu défensif, ce qui va être à l'avantage des statistiques des gardiens de but, sans rien enlever aux gardiens de but qui ont quand même connu des très bonnes saisons. Il en reste pas moins que c'est une équipe qui mise surtout sur son style de jeu défensif. Une organisation où la répartition des points, tu as comme deux trois joueurs qui ont vraiment plus de points. Après ça, c'est tout à peu près dans le même gauge. Fait que les lignes, mettons, 2-ish, 3 puis 4 peuvent produire à peu près à la même hauteur en termes de production offensive. Une identité aussi qui tourne alentour de la quatrième ligne, qui est une quatrième ligne qui est lourde, qui est lourde, qui est difficile à jouer contre, on va dire ça comme ça. Une quatrième ligne qui va déranger, qui va être capable de frapper fort. Donc c'est vraiment c'est une mentalité très old school qu'on a du côté des Islanders de New York. J'ai été un peu audacieux avec mes paires de défenseurs. Je sais pas si on va avoir le courage de le faire du côté de New York. Comme je vous dis, c'est old school du côté de New York. Fait je sais pas exactement si on serait prêt à se risquer à ce niveau-là. Maintenant, on a décidé de ne pas continuer avec Zach Parisé, un vétéran qui avait connu une saison assez similaire pourtant de l'année d'avant. Mais bon, maintenant âgé de, je pense, c'est 36 ans pour ce qui est de Zach Parisé, on a préféré le laisser partir. Il n'y a pas nécessairement eu de gros changements du côté des Islanders. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de nom en rouge. Là. Il n'y a pas de gars qui ont été acquis pendant la saison morte, disons, qui pourraient avoir un impact important cette année. Donc, bref, on continue avec les joueurs qu'on avait déjà du côté des Islanders. Évidemment, il y a eu des transactions en cours de saison. On pense entre autres à Anthony Beauvillier, qui était un Islanders depuis toujours, qui lui va continuer sa carrière du côté des Canucks de Vancouver, alors qu'on a fait l'acquisition de Captain Bo Horvat et on a prolongé Captain Bo Horvat. Par contre, sa production offensive du côté de Bo Horvat, elle a chuté de manière assez drastique. Là. Quand il est passé des Canucks de Vancouver aux Islanders de New York, Bo Horvat, il avait plus qu'un point par match à Vancouver. 54 points en 49 matchs. Quand il est arrivé avec les Islanders, 16 points en 30 matchs. Donc, il est passé de plus qu'un point par match à un point par deux matchs, avec même un petit peu plus qu'un point par deux matchs avec les Islanders. Fait que sa production offensive a été grandement affectée, mais il est passé d'une équipe qui était très portée vers l'attaque du côté des Canucks à une équipe qui est très portée vers la défense du côté des Islanders. Encore là, c'est vrai d'ailleurs, je le précise aussi, là, mais vraiment dans les stéréotypes old school, notre troisième centre qui est un centre défensif, c'est vraiment dans le style old school du hockey. Fait que bref, les Islanders de New York, le mot d'ordre, continuité. Donc, on y va avec la continuité. On ressemble beaucoup à ce qu'on était l'année d'avant. On a une couple de jeunes qui peuvent gagner en expérience, qui peuvent peut-être même faire le saut dans la LNH dans certains cas. Fait que bref, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les jeunes non plus. On prend notre temps avec les jeunes. On avait pris notre temps avec Noah Dobson. Ça l'a rapporté, fait qu'on continue avec cette idée-là. Bon, pour ce qui est de la saison 2022-2023, c'est 42 victoires, 42 victoires, 31 défaites, 9 défaites en prolongation. Donc 42 victoires pour 40 défaites, presque 500 ici au niveau des victoires et des défaites. On a terminé avec 93 points. On a couru pour une place en série. Là, on a réussi à faire les séries finalement, là, mais ça a été compliqué pour les Islanders. Ça n'a pas nécessairement été une saison exceptionnelle du côté de New York, mais on a quand même réussi à faire les séries éliminatoires, donc ça c'est le point positif. Puis on a donné du fil à retordre quand même aux Hurricanes de la Caroline. Ça s'est terminé en 6 la série contre les Hurricanes. Les Hurricanes qui étaient des prétendants à la Coupe Stanley, mais qui avaient des blessures. Il y avait des blessures très importantes, il faut quand même le mentionner. Mais les Islanders ont donné quand même un certain fil à retordre aux Hurricanes de la Caroline. On a terminé 7e au niveau de la conférence de l'Est, 15e au niveau de la Ligue nationale. On s'est fait éliminer en première ronde contre les Hurricanes de la Caroline. Le meilleur en termes de but aura été Brock Nelson. Pour ce qui est de Brock Nelson, il a battu un record personnel au niveau de ses points, mais quand même 36 buts. Excellente saison au niveau de la production offensive pour ce qui est de Brock Nelson. Meilleur en termes de points aura été également Brock Nelson, cette fois-ci 75 points. Donc il a battu son record personnel pour ce qui est des points en saison régulière. Le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Noah Dobson, 78 matchs, 49 points plus 4 pour ce qui est de Noah Dobson.
âgé de seulement 23 ans, c'est celui qui devrait être, qui est le général à la défensive, c'est-à-dire le général à l'avantage numérique du côté des Islanders de New York, un défenseur à caractère offensif qui est responsable. C'est toujours intéressant. Maintenant, on va y aller avec les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH. Alors, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour l'article Les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Islanders de New York, un article qui a été signé par notre chroniqueur Émile Beausoleil. Il vous présente ici 3 espoirs qui pourraient atteindre la LNH bientôt. Alors, on va commencer avec le défenseur québécois Samuel Bolduc, un défenseur de 22 ans. Choix de deuxième ronde en 2019 pour ce qui est de Samuel Bolduc. 56 matchs dans la Ligue américaine l'année passée. Je pense que c'est Bridgeport, si je ne fais pas erreur, eux autres. 56 matchs l'année passée dans la Ligue américaine. 25 passes et 35 points. Dans le cas de Samuel Bolduc, c'est un défenseur à gros gabarit. On parle d'un défenseur qui mesure 6 pieds 4 et qui pèse 220 livres. On aime ça jouer physiquement du côté de Samuel et on a le corps pour le faire. On a la corpulence pour le faire. C'est un défenseur aussi qui a un côté offensif intéressant. Par la suite, on va y aller avec l'espoir québécois William Dufour, un ailier droit, un âgé de 21 ans, choix de 5e ronde en 2020 pour ce qui est de William Dufour. Maintenant, pour plus de détails concernant William Dufour qui a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année dernière, je vous invite à aller consulter l'article de Émile Beausoleil, les 3 espoirs les plus proches de la LNH chez Islanders. Et la même chose pour le joueur Matthew Maggio, un ailier droit de 20 ans, choix de 5e ronde en 2022. C'est intéressant, lui, dans son cas, il jouait au niveau de la Ligue de l'Ontario l'année dernière. C'est intéressant de voir des choix tardifs comme ça qui peuvent peut-être pousser vers la LNH dans quelques saisons. Fait que moi, je vous conseille fortement d'aller voir l'article de notre chroniqueur Émile Beausoleil, les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Islanders de New York, qui est disponible dès maintenant sur le alacoupe.ca. Également, c'était la première édition cette année pour ce qui est du magazine pré-saison LNH à la Coupe, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca. On fait une revue des 32 organisations, donc un aperçu des 32 organisations et les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour les 32 organisations. Tout ça est disponible gratuitement en un seul clic sur le alacoupe.ca, le magazine pré-saison LNH à la Coupe. Maintenant, on va y aller avec ce qui est mon alignement proposé. Au niveau de mon alignement proposé, j'ai essayé de respecter quand même certaines complicités, comme par exemple la 4e ligne. Puis ça, là, avec les Islanders, ça fait des années, là, on garde toujours la 4e ligne ensemble. Fait que c'est la ligne qui a été la plus fréquente, donc celle qui a été le plus souvent utilisée ensemble. La saison dernière, c'est celle de Martin, Cizikas et Clutterbuck. Fait que ça, j'ai gardé ça intact. Ensuite de ça, dans le cas de Bo Horvat, on est arrivé quand même plus vers la fin de saison. Fait qu'on n'a pas nécessairement joué longtemps avec les mêmes gars. Donc j'ai préféré y aller avec Brock Nelson, qui lui, je vais garder avec, je pense que c'était Palmieri qui jouait beaucoup avec l'année passée. Donc, tu sais, j'ai essayé de garder quand même une certaine logique de joueurs qui se connaissaient déjà. Alors, on commence ici par le jeune Wormstrom. Dans son cas, à lui, c'est 16 points en 35 matchs l'année dernière, un ailier droit de 23 ans. Il est déjà à sa 3e saison au niveau professionnel. Par contre, on se blesse. On n'a pas de saison complète du côté de Wormstrom. C'est un joueur qui peut avoir un côté offensif intéressant. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est de le faire jouer avec 2 joueurs qui sont des joueurs qui ont de l'expérience en Bo Horvat. Bo Horvat, 70 points, 79 matchs l'année dernière. Par contre, une production offensive qui a diminué de façon très drastique après son arrivée avec les Islanders de New York. C'est dommage parce qu'on l'a signé pour genre 7 ou 8 saisons du côté des Islanders. Fait que j'espère qu'il va retrouver ses repères offensifs pour ce qui est de Bo Horvat, mais il laisse le temps de s'adapter à sa nouvelle organisation, le système de jeu et tout ça. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, mais aussi défensif, responsable dans sa zone. C'est un bon leader, Bo Horvat. C'est un joueur que j'estime beaucoup. Et peut-être est-ce qu'il va être capable de retrouver sa petite touche offensive qu'il avait du côté de Vancouver. Par la suite, on le fait jouer avec Matthew Barzal. Dans le cas de Matthew Barzal, âgé de 26 ans, 51 points en 58 matchs l'année passée. C'est pas mauvais au niveau de la production offensive. Par contre, on est peut-être en dessous des attentes qu'on avait après sa saison recrue, parce qu'il a connu une très bonne saison recrue pour ce qui est de Matthew Barzal. Au niveau offensif, comme je le mentionne, c'est un peu plus difficile du côté des Islanders de produire beaucoup offensivement. Donc, peut-être ça complique un peu les choses. Et d'avoisiner les 1 point par match, c'est quand même très bon pour ce qui est de Matthew Barzal. Alors, 51 points en 58 matchs l'année dernière. En termes de deuxième ligne, dis-je bien, j'y étais avec Anders Lee. 50 points en 82 matchs l'année passée. Donc, quand même, une bonne saison dans son ensemble pour ce qui est de Anders Lee. Qu'est-ce que j'avais marqué concernant Anders Lee? Relativement dans ses standards pour ce qui est des 50 points. Donc, il n'y a pas nécessairement eu un immense changement au niveau de sa production offensive. Par la suite, Brock Nelson, 75 points, que j'ai parlé tantôt, un record en carrière pour lui. Là. 75 points en 82 matchs l'année dernière. Donc, une excellente saison pour Brock Nelson. Que je fais jouer avec le vétéran Palmieri, 33 points en 55 matchs l'année dernière pour ce qui est de Palmieri. Il est âgé de 32 ans. En termes de troisième ligne, ben là, j'ai décidé d'y aller avec une troisième
troisième ligne que je qualifierais, qui se connaissent déjà relativement bien. On a quand même pas pire utilisé. C'est une fréquence, c'est une ligne relativement fréquente qu'on avait en Engvall, Fasching et Pajot. Par contre, on avait utilisé aussi beaucoup Pajot avec Zach Parisé qui n'est pas de retour. Donc, puis on a utilisé aussi avec Armstrong. Fait que bref, j'ai essayé d'y aller quand même avec des gars qui ont été pas pire utilisés. C'était peut-être pas nécessairement les gars avec qui il a été le plus utilisé, mais pas pire utilisé. Donc, Pierre Engvall, en termes de ailier gauche de troisième trio, 30 points en 76 matchs l'année dernière pour ce qui est de Engvall. Jean-Gabriel Pajot, 40 points en 70 matchs l'année dernière du côté de Pajot, âgé de 30 ans. Un joueur de centre, évidemment, qu'on connaît bien aussi parce qu'il bon, a évolué du côté d'Ottawa pendant plusieurs années. Un petit joueur de centre dynamique, mais surtout responsable défensivement. Puis ça, ben, ça fit dans l'identité de Lula Moriello. Que je fais jouer avec Fasching, lui c'est 19 points en 49 matchs l'année dernière. Ma quatrième ligne, ben, je vous l'ai mentionné, ça a été une grande fierté du côté des Islanders d'avoir la meilleure quatrième ligne de toute la Ligue nationale. Donc s'il y a des équipes qui veulent avoir la meilleure première, eux autres c'est la meilleure quatrième. Donc c'est des joueurs qui... C'est la ligne qui a été la plus fréquente, là. Fait que c'est la ligne qui a été la plus souvent utilisée du côté des Islanders, soit Martin 19 points en 81 matchs, Cizikas 21 points en 81 matchs et Clutterbuck 12 points en 49 matchs. C'est une ligne qui est difficile à jouer contre. Comme j'ai mentionné en début, c'est pas une ligne. C'est une ligne qui peut faire des points et à ce moment-là, ça va être des points très précieux parce qu'on s'attend pas nécessairement à ce qu'elle fasse des points. Là, la logique, c'est surtout que tes trois premières lignes vont faire des points. Puis comme j'ai mentionné en début de vidéo, tu sais, tu as quelques joueurs qui se démarquent en termes de production offensive, mais après ça, la répartition de la production offensive est relativement proche. Donc, un peu tout le monde est capable de produire offensivement dans l'organisation des Islanders. Fait que, bref, la quatrième ligne est une quatrième ligne stable. Fait que pour ceux qui veulent rentrer dans l'alignement, vise la troisième, vise pas la quatrième, ça passera pas. En termes de scratch, cette fois-ci, je vais y aller avec le jeune Simon Armstrong, qui lui a joué quand même, je pense, une trentaine de matchs l'année passée, là, 9 points, une trentaine ou une cinquantaine de matchs l'année passée. Une saison ordinaire au niveau de la production offensive pour ce qui est d'Armstrong, mais âgé seulement de 22 ans, je pense qu'il y a le temps de se reprendre. Et en termes de scratch, on y va également avec Johnston. Par la suite, au niveau des défenseurs. Bon, au niveau des défenseurs, j'y ai été un peu d'audace, comme je vous ai mentionné en début de vidéo. Je ne sais pas vraiment si Lula Moriello serait content avec ce que j'essaie de faire, mais bon, disons que j'ai pas nécessairement aimé les pairings qui avaient été utilisés la saison dernière du côté des Islanders. Bon, j'ai gardé quand même le premier pairing qui est Polish, qui est utilisé avec Pollock. Bon, dans le cas de Pollock, peut-être que c'est un petit peu moins intéressant sa production cette année, mais éventuellement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève, là, fait que la première ligne devrait éventuellement changer, mais pour l'instant, on va miser sur l'expérience pour ce qui est de notre première paire de défense, j'ai dit ligne tantôt, première paire de défense. Alors, on utilise Polish, 21 points en 65 matchs l'année passée, qu'on fait jouer avec Roman Pollock, 26 points en 82 matchs l'année passée. C'est deux joueurs qui sont fin vingtaine dans le cas de Roman Pollock et de Polish. Dans le cas de Pollock, il a diminué sa production offensive, mais en échange de quoi son différentiel plus-moins était plus intéressant la saison dernière qu'il avait été il y a 2 saisons. Fait il y a quand même eu un côté intéressant du côté de Pollock, c'est l'aspect défensif. Par contre, au niveau offensif, on a eu un petit ralentissement. Et là, c'est ici. Au niveau de ma deuxième paire de défense, moi, j'ai décidé d'y aller avec les deux jeunes, Romanov et Dobson. Dans le cas de Romanov, il est âgé de 23 ans, Noah Dobson, la même chose. Évidemment, Romanov, on l'a bien connu à Montréal, un défenseur qui frappe fort, plus défensif qu'offensif, disons. Et Noah Dobson, c'est un défenseur qui a un caractère offensif quand même intéressant. Pas nécessairement un gars qui va patiner à la Queen News, mais quand même un défenseur qui est responsable responsable défensivement et offensif, donc qui est intéressant. J'ai fait jouer les deux ensemble malgré qu'ils soient jeunes. Donc je le mentionne souvent, j'aime ça mélanger vétérans et jeunes. C'est une mentalité de vieux hockey, ça. Mais c'est parce que l'année dernière, excusez-moi, on a utilisé beaucoup. De mémoire, il me semble que c'était Romanov avec Mayfield. Puis on était dans le moins 10 pour le pairing, quelque chose comme ça. Fait que je trouve pas ça nécessairement intéressant de répéter cette expérience-là. Même si on les a beaucoup utilisés ensemble, moi je préférerais qu'on change. Donc, du côté de Mayfield, on a eu une meilleure production. Donc, c'est au niveau offensif, c'était peut-être plus intéressant, mais notre paire n'était pas assez solide défensivement. On a utilisé un petit peu Romanov avec Dobson, alors moi je reviens avec cette expérience-là. Donc, deuxième paire, Alexander Romanov, 22 points en 76 matchs l'année passée, que je fais jouer avec Noah Dobson, 49 points en 78 matchs l'année passée. Pour ce qui est de Dobson, je m'attends à une production offensive encore peut-être un petit peu mieux la saison prochaine, il acquiert de l'expérience et tout ça. Fait qu'on lui donne des responsabilités, puis c'est parfait comme ça. En termes de troisième paire, cette fois-ci, j'y vais avec le vétéran Sébastien Aho, lui c'est 23 points en 71 matchs
matchs l'année passée, âgé de 27 ans. Et Scott Mayfield, le grand et gros Scott Mayfield, 24 points en 82 matchs, un défenseur plus physique et défensif pour ce qui est de Scott Mayfield. Et en termes de scratch, on y va avec le jeune Samuel Bolduc, qui lui devrait être capable de faire sa place dans la LNH. Il a la corpulence et la force physique pour pouvoir le faire, puis il est capable de suivre le tempo. Fait qu'il devrait théoriquement jouer quand même quelques matchs au niveau de la LNH cette année. Il en a joué quand même 17 l'année passée, 17 matchs, 3 points au niveau de la LNH. Fait on devrait le revoir cette année pour ce qui est de Samuel Bolduc. Maintenant, au niveau des gardiens de but, ben ça, au niveau des gardiens de but, on est déjà solide. Fait que bref, je pense pas qu'il y a beaucoup de questions. À moins qu'il y ait blessure, on va peut-être avoir un rappel, mais sinon, c'est vraiment très très clair. On a un gardien de but quand même. Déjà, en partant, l'organisation favorise les statistiques des gardiens de but, mais on a un gardien de but vraiment solide en Ilya Sorokin. Sorokin qui est un gardien de but qui est capable de voler des matchs à lui seul. À un certain point, pendant la saison, je vous dirais même que c'est les gardiens qui ont sauvé le cul des Islanders puis qui leur ont permis de se battre pour une place en série, plus que le jeu défensif. Parce que franchement, Sorokin et Varlamov ont connu d'excellentes saisons. Dans le cas de Ilya Sorokin, clairement gardien de but partant. Puis tu sais, un gardien de but partant de 60 matchs, c'est rendu peu commun dans la LNH. Dans le cas de Sorokin, 62 matchs, 2,34 de moyenne, 924 d'efficacité. Fait qu'il y a eu des matchs vraiment où les gardiens ont sauvé le cul des Islanders. Puis ça, c'est très, très, très imputable à un gars comme Sorokin, qui d'ailleurs était dans les finalistes pour ce qui est du trophée Vizina. C'était mon choix pour le trophée Vizina. Il l'a pas eu, mais quand même, c'était mon choix pour le trophée Vizina. Par la suite, en termes de deuxième gardien de but, on y va avec le gardien de but d'expérience. 35 ans pour Semyon Varlamov. 23 matchs l'année passée, 2,70 de moyenne, 913 d'efficacité. C'est un gardien de but qui a d'expérience et accepte son rôle d'auxiliaire. Fait que pour moi, ça, c'est bien parfait. Puis deux gardiens de but russes, ils doivent bien s'entendre. Fait qu'ils ne devraient pas avoir trop de conflits à ce niveau-là. Sorokin est clairement identifié comme notre partant. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, ben, j'y étais avec Skarek. Lui a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 38 matchs au niveau de la Ligue américaine, 3,37 de moyenne, 892. C'est juste passé de gardien de but partant au niveau de la Ligue américaine l'année passée. Parce que du côté des Islanders, je pense qu'il n'y a pas de presse là, à faire monter nos jeunes. Il y a des jeunes là, qui sont dans le depth chart de l'organisation, mais je pense qu'on va prendre notre temps, on va les laisser gagner de l'expérience. Dans un certain cas, dans la ECHL, dans un autre cas, lui, il arrive professionnel. Fait que, on va prendre notre temps. Lui, il a un petit peu plus d'expérience pour ce qui est de Skarek. Il est âgé de 23 ans. Pas tellement vieux, mais quand même plus d'expérience. Fait que, si besoin il y a de rappel, moi, j'irai avec Sorokin. Alors, Skarek, dis-je bien, non Sorokin. Donc, c'est une organisation qui n'a pas beaucoup changé. Puis comme je vous ai mentionné, on a couru pour une place en série en fin de saison. On a eu de la difficulté un peu à se rattraper. Je ne vous l'ai pas mentionné en début de vidéo parce que je trouve ça un peu décevant. Là, mais bon, l'organisation, c'est 22e en termes de moyenne de buts marqués au travers de la LNH. 30e en termes d'avantage numérique. Fait offensivement parlant, on a une grosse lacune. Défensivement parlant, c'est le contraire. Là, on est hyper solide, 2,65. On est 5e dans la ligue pour la moyenne de buts accordés et 9e au niveau du désavantage. Mais, je crois que cette organisation-là va être à court de production offensive et je ne crois pas que c'est une équipe qui est suffisamment solide pour être confortable en séries éliminatoires. Alors moi, je place les Islanders encore une fois pour une équipe qui court pour une place en série et qui peut-être même vont échapper les séries éliminatoires et ne participeront pas. Alors bref, pour moi, les Islanders de New York, c'est une équipe qui devrait être à peu près sensiblement à la même endroit qu'elle était l'année dernière. Mais d'après vous, est-ce que c'est une organisation qui a gagné en expérience à ce moment-là, qui est confortable en séries éliminatoires? Est-ce que c'est une organisation qui s'épuise un peu, puis à ce moment-là, on ne fera pas les séries éliminatoires? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit j'aime à cette vidéo-là et de la partager aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On s'abonne à ma chaîne YouTube et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos d'aperçus de la saison 2023-2024 qui s'en viennent très prochainement. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit bientôt. Bye!